C'est un podcast Vivre FM. L'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge. Et comme nous sommes vendredi, il est 8h45 et c'est le quart d'heure de Stéphane Edelson. Bonjour Stéphane. Bonjour Dominique, bonjour à toute l'équipe et bonjour, je suis à la bourre. Voilà, ça y est, ce genre de choses. Oui. Alors tout de suite, générique s'il vous plaît. Le quart d'heure Edelson. Stéphane Edelson. Semaine derrière votre poste ou dans votre voiture ou sur votre Vespa pour les plus chanceux, vous dites les amis, mais de quoi Stéphane Edelson va-t-il bien nous parler aujourd'hui? Par quelle association d'idées va-t-il arriver jusqu'à son invité? Et pourquoi ne l'annonce-t-il pas tout de go? Parce que quand tu bats les œufs en neige pour qu'ils soient fermes, le plaisir c'est de défier les lois de la gravité quand on retourne la jatte et pas en avoir sur les pieds, voilà. Idem, imagine-t-on Podane disant cache au prince charmant qu'elle l'aime sans passer par la case, je passe une robe couleur soleil et je te confecte un cake d'amour. Autrement, si pas de suspense, plus besoin d'aller au cinéma. Cette semaine, j'ai pensé à plein de trucs, dont le joueur de flûte de Hamelin de Jacques Demy avec Donovan, qui délivre de la peste une petite ville en noyant les rats, mais la population libérée de la pandémie oublie la promesse de récompense faite aux flûtistes et énervé de s'être fait pipoter de la sorte, ce dernier, comme punition à ses mauvais payeurs, leur soustrait leurs enfants et la peste revient. Je me souviens aussi de ma prof de français, oui Dominique, qui est en 3e, Madame Hervé, qui nous faisait lire de la science-fiction et découvrir le monde de Robert Neville. Robert Neville est un personnage de fiction, le seul survivant d'une pandémie qui transforme les humains en zombies dans l'excellent Je suis une légende de Richard Matheson, présence du futur de Noël. Aujourd'hui, à la vitesse à laquelle le Pac-Man au micron nous court après, chaque jour passé sans qu'il réussisse à nous mordiller les fesses fait de vous une légende, et oui. Et pour échapper à la maladie, vous promettez de changer de votre vie dans un monde futur, de ne plus courir après la dernière paire de Nike, l'iPhone 99 ou la femme du voisin aperçue faisant ses courses chez le boucher. Mais voilà, Dominique, nous sommes des êtres de déraison et oublions toutes nos promesses d'hier. Tant pis pour le Sud, aurait chanté Nino Ferrer. Alors finalement, que nous reste-t-il de nos années Covid? Difficile de le savoir parce qu'on a le nez dedans, même sur le plan culturel. Ah, la culture. Réfléchissez, qu'avez-vous aimé, fait, créé au cours des 2 dernières années? Moi, je retiens par exemple ce concert live des Rolling Stones en visioconférence où chacun dans son salon, réuni dans un split screen, joue sa partition, et surtout le regretté Charlie Watts qui, en l'absence d'instrument, joue avec maestria un air batterie. Air batterie. Du air batterie, exactement. Oui, c'est important d'associer la maladie à la culture, car finalement, comment lutter contre un ennemi si on a juste l'impression d'aller au boulot ou de monter au front pour se prendre une balle en plein front, voilà. Sublimer la maladie, la maltraiter, l'affronter avec un appareil photo, décorer un tabernacle, détourner un objet du quotidien, fabriquer à plusieurs un nouvel objet de culte pour le souvenir de ceux qui n'ont pas survécu, c'est primordial pour donner du sens. C'est justement l'objet d'une exposition d'art total que nous propose le Mucem de Marseille autour du VIH. Le VIH, ça vous rappelle un truc? Oui. Le sida. Ouais. Cette maladie qui a sévi de 1983 à aujourd'hui encore, car le sida, c'est pas fini, la maladie peut être stoppée, mais on n'en guérit pas et on la chope toujours. Alors au Mucem, successeur de ce magnifique musée des traditions populaires, rasé pour faire place à la Fondation Vuitton, au Mucem construit par Ricciotti, qui ne fait pas dans la dentelle, mais là a fait une dentelle de béton, avec vue sur les docks, la mer et le quartier du Panier. Au Mucem, on fait une exposition engagée, l'exposition qui prend parti, l'exposition qui montre et qui questionne. Et pour en parler, je reçois un des co-commissaires de cette exposition, Vincent Douris. C'est donc à vous, cher Vincent. Bonjour, merci pour cette introduction. Donc c'est une exposition qui cherche à mêler en fait des traces de la lutte contre le sida et des productions culturelles des 4 décennies en fait des 4 décennies depuis lesquelles on a identifié les premiers cas de sida, c'était en 1981, puis identifié le VIH en 1983.
On a travaillé longtemps à cette exposition. On n'imaginait pas que le Covid vienne non pas nous retarder, mais prendre un peu le dessus en termes d'épidémie. On a souhaité rappeler que l'épidémie à VIH, l'épidémie de sida n'était pas terminée avec ce titre qui est un rappel d'un des slogans de l'association Act Up Paris. Sida, l'épidémie n'est pas finie. Donc on a travaillé à cette exposition entre 2016 et 2021, mais en fait c'est un projet qui prend sa source, comme vous l'avez dit, au Musée national des arts et traditions populaires, qui a fermé, mais qui est un musée qui s'était engagé dans le champ de la lutte contre le sida, notamment dans le cadre des journées du 1er décembre, les journées mondiales de lutte contre le sida dans les années 93-94. Avec l'idée que les musées devaient d'une façon ou d'une autre s'engager à témoigner de l'épidémie, témoigner de la lutte contre le sida. Et des personnes de ce musée ont commencé une décennie après à collecter de manière systématique des objets de la lutte contre le sida dans un grand nombre de pays d'Europe, objets que l'on retrouve pour partie dans cette exposition. Alors oui, il y a des grands objets, des petits objets, il y a des objets qui viennent de partout, il y a des objets de rien. Et qui représentent un tout quand même, qui sont magnifiés par ce qu'ils représentent. Il y a des espèces de tabernacles, des espèces de patchwork énormes qui ont été faits en Hollande, dans plusieurs pays. Alors les patchwork, c'est une tradition qui a eu lieu dans plusieurs pays, en France, dans différents pays d'Europe, aux États-Unis. Les patchwork étaient créés par des proches des personnes décédées pour commémorer ces personnes. Donc c'était des travaux collectifs, des travaux de mémoire. Les patchwork avaient la taille d'un corps, en fait. Chaque patchwork avait la taille d'un corps. Les patchwork étaient souvent singuliers, relatifs à une personne. Ils sont exposés sur des murs. Voilà, ils sont exposés sur des murs. Ils pouvaient être collectifs. C'est-à-dire qu'un seul patchwork pouvait représenter différentes personnes. Et puis, ils étaient assemblés pour former des carrés. Et ce sont ces carrés qui étaient déployés dans l'espace public, notamment à l'occasion des 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida, mais pas exclusivement, qui étaient déployés collectivement dans des formes de cérémonies à la mémoire des personnes décédées, avec une lecture des prénoms, des temps de commémoration, des temps collectifs de mémoire autour de ces productions. Alors racontez-nous, parce que là j'ai dit ils étaient sur un mur, mais en fait il n'y a pas de mur dans ce musée. L'exposition elle se passe, c'est une déambulation, et pourtant il y a des endroits qui sont bien marqués les uns par rapport aux autres. On a cherché à éviter une exposition chronologique qui parte de, 81 identification des premiers cas, 83 identification du virus, et puis on a évité de décliner les décennies. On a ouvert l'exposition par le témoignage de personnes vivant avec le VIH aujourd'hui, notamment des femmes de Marseille, proches du réseau Santé Marseille Sud, qui témoignent d'une vie longue avec le VIH, d'une contamination dans les années 80-90, contamination par voie sexuelle à l'occasion d'un rapport avec le premier amant, contamination par usage de drogue, différents types de contamination, différents parcours, des parcours longs et des femmes qui viennent témoigner d'une vie belle, d'une vie remplie, d'une vie qui n'est pas une vie de victime, qui n'est pas une vie à genoux. Ce qui nous permet de dire que les personnes vivant avec le VIH sont aujourd'hui des personnes moteurs dans la lutte contre le sida, moteurs dans les différents champs de leur vie. On est rapidement après cette introduction, on revient sur l'émergence de l'épidémie, notamment dans les médias. La façon dont les médias traitaient de l'épidémie, la période... Oui, c'est ça. C'est quand même un peu le musée des arts populaires, comme ça. On a des choses comme des couvertures simplement de journaux qui ne sont pas si simples à obtenir, j'ai l'impression. Hein. C'était pas si facile d'obtenir le premier Nouvel Observateur qui parle où quelqu'un se fait photographier. Donc ça devient un objet muséal. Oui, alors il y a beaucoup de ces objets qui étaient dans les collections du MUCEM. Dans cette collection SIDA, qui a été réunie par 2 anthropologues du musée des arts et traditions populaires, Françoise Lux et Stéphane Abriol, au courant des années 2000. Cette collection SIDA est la plus riche des collections santé du MUCEM et regroupe des objets du quotidien, de la presse nationale, presse quotidienne, etc., de la presse associative aussi en grand nombre. Il se trouve que les associations de lutte contre le sida ont eu leurs journaux, ont toujours leurs journaux. Le journal du sida, par exemple pour l'association Arcat
Post et bien d'autres journaux, des brochures d'information, des dépliants de prévention, des dépliants relatifs au traitement. Donc de toute cette matière, on a tracé un parcours qui permette d'avoir des grands axes de la lutte contre le sida. Les premières années, la façon dont les médias s'emparaient du sujet, la façon dont des photographes ont réagi en montrant des personnes vivant avec le VIH dans des formes de compagnonnage. Parfois en fin de vie. C'est le cas du travail de Genevieve Atwood, l'un des premiers qui a été publié en France en 1987 sur Jean-Louis, une personne malade du sida. D'autres travaux, par exemple plus anciens, ceux d'Alberto Garcia Alix, un photographe espagnol, qui a photographié l'héroïne à Barcelone, l'héroïne en Espagne, et l'arrivée du sida dans cette génération qui a été frappée de plein fouet par cette maladie meurtrière. Oui, c'est ça, parce qu'on n'est pas comme dans le cas du Covid, on a une maladie qui s'adresse à différentes catégories de population, qui sont d'abord stigmatisées par les autres. On se souvient on se souvient pas de Le Pen sortant sur les sidéens, sur les camps pour les gens atteints du sida, etc., etc. Donc c'est pas une maladie qui touche tout le monde comme le Covid. C'est une maladie qui touche les junkies, qui touche les homos, et qui finit par se répandre via aussi le sang contaminé à toute la population. C'est une maladie qui touche toute la population, mais pas de manière égale en fait. Donc il y a depuis le début des populations plus touchées que d'autres. C'est le cas des homosexuels, c'est le cas des usagers de drogue. En France, c'est le cas des migrants d'Afrique subsaharienne. Ces personnes vivent dans des pays où la prévalence du VIH est plus forte qu'en France, vivent dans des conditions aussi qui les éloignent de la prévention, qui les éloignent des soins, pour partie. Donc c'est une maladie qui a touché des populations ciblées qui ont été désignées pour beaucoup comme coupables dès les débuts de l'épidémie dans différents pays, aux États-Unis, en Europe, en France, dans des pays africains. C'est une maladie qui a été, les personnes touchées ont été stigmatisées comme déviantes en fait, sur la sexualité, sur l'usage de drogue. Donc ce sont des personnes qui bien souvent se sont levées pour contrer ces discriminations, pour demander pour lutter contre les discriminations. Dans l'exposition, on montre bien que la lutte est permanente. Il y a toujours une lutte en cours, il y a toujours des mouvements, il y a toujours ces mouvements. On se souvient de la campagne de Benetton avec l'obélisque emballé par un préservatif. Alors c'était une campagne d'Act Up en fait, qui avait eu le soutien de Benetton, mais c'est une campagne d'Act Up qui visait à marquer les esprits en fait, et ça a marché. ACT UP est l'une des associations très présentes dans l'expo. C'est une association qui a fait des dons importants au MUSEM. L'un des photographes proches de l'association et membre de l'association, Tom Craig, a fait don de ses photos au Dominique MUSEM. nous montre en même temps le catalogue ouvert. C'est pas le MUSEM, ça c'est Suède Beaubourg qu'on voit derrière. Oui, mais c'est une photo de Tom Craig. Voilà. Un des photographes importants qui a été un compagnon de route de l'association ACT UP. D'autres photographes comme Jean-Marc Armani. Oui, alors Serrano n'était pas proche d'ACT UP. Jean-Marc Armani l'était, il a photographié les grandes haïnes, par exemple, ces manifestations où les personnes s'allongeaient dans la rue dans des moments de silence dramatisés en fait. Après, on a montré des photographes comme Serrano, qui n'a pas été proche du milieu associatif de France, mais qui avait cette photo sur les fluides, le sperme, le sang, les fluides qui transmettent le VIH. On a évité de faire appel aux plus grandes figures déjà bien connues, déjà dans l'imaginaire collectif de la lutte contre le sida. On a cherché à retrouver des travaux anciens qui avaient été un peu oubliés, comme ceux d'Alexis Cordès, un photographe de France qui avait fait 2 séries sur 2 personnes vivant avec le VIH. C'était important pour nous de ne pas répéter un discours déjà entendu, déjà connu, mais de chercher à montrer des choses soit oubliées, soit d'une nouvelle façon. Bon alors je rappelle, c'est au MUSEM, le VIH, le sida, l'épidémie n'est pas fini, voilà, c'est jusqu'au 2 mai.
C'est à Marseille, c'est pas cher. Marseille, c'est 19 € en Ouigo, et encore sûrement moins quand on part de Lyon. Et voilà, faut y aller, faut y courir, c'est bien. Puis il y a une exposition sur Salammbô à côté qui s'arrête bientôt, mais on peut quand même aller la voir. Quoi d'autre? Juste au cinéma Action, mon camarade Alexandre Tsenekis, qu'on avait reçu la semaine dernière, présente lundi La chatte à deux têtes de Jacques Nolot, donc vous pouvez toujours y aller, à 19h30 en présence du réalisateur. Je vous remercie Vincent d'être venu. Merci. Vincent Douris, et on lance le générique. Allez, c'est parti. Allez, faites péter. C'était l'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.